Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube One Gauchman. Moi je m'appelle Thomas et du coup j'ai commencé à faire des vidéos donc sur YouTube et je fais des lives sur Twitch à côté donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Je vous mets tous les liens dans la description et puis voilà, on aura d'autres occasions d'en reparler. Alors je voulais commencer par une première vidéo sur Frustration Magazine parce que je trouve que déjà c'est un magazine, c'est le magazine de Nicolas Framont, un bon gauchiste comme on aime. Et puis le sujet dont il parle, je le trouve très pertinent en ce moment, au vu de l'actualité. Pourquoi le PS est un parti problématique, et pas que pour la gauche. En 2017, Olivier Faure espérait déjà une grande coalition, allant du Parti socialiste à la droite, qui tienne compte de l'électorat très composite venu faire obstacle à Marine Le Pen. Il la souhaite encore et c'est ainsi dit suite à la censure du gouvernement Barnier, prêt à discuter avec les macronistes et la droite sur la base de concessions réciproques. Bon, déjà on sait tout ce que ça veut dire des concessions réciproques. Le PS, ils font ça depuis Mitterrand, depuis les années 80, donc ça fait maintenant 45 ans quoi, qu'ils font ça. Et en fait, on sait ce que ça veut dire des concessions réciproques, c'est qu'au final, le PS il se fait toujours grignoter par la droite. Il s'est même dit prêt à faire des compromis sur tous les sujets, et les filles continuant quant à elles à exiger la démission d'Emmanuel Macron. Le NFP est ainsi proche de l'explosion. Alors pareil, la démission d'Emmanuel Macron demandée par LFI, ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus ces derniers jours. Parce qu'ils ont essayé de vraiment, avec la censure du gouvernement Barnier, de ne pas laisser le choix à Macron, puisqu'un gouvernement ne peut pas tenir à la tête de l'État. Eh bien, il faudrait, dans ce cas-là, la logique voudrait que le président démissionne pour qu'on puisse revenir aux urnes pour repartir sur des bases saines et avoir un président nouvellement élu qui soit en capacité de nommer un nouveau gouvernement. Euh, Hormis quelques sièges de députés, l'union avec le PS ne peut rien apporter de bénéfique. Le rejet de ce parti, parfois perçu comme une posture sectaire ou un refus obstiné de l'unité, découle pourtant directement de l'expérience, celle de ses choix politiques, de sa manière de gouverner et de l'espoir vivace de voir arriver sa disparition définitive. Donc, alors là, c'est pas Nicolas Framont qui a écrit l'article, c'est Guillaume Étiévent, qui bosse donc là-bas, à Frustration Magazine. Mais bon, c'est exactement la ligne. Nicolas Framont est plutôt une gauche un peu plus à gauche que les filles encore. Euh, c'est vraiment l'idée, là ça serait vraiment à la gauche de la gauche de voir le PS détruit en fait, disparaître. Un parti qui, selon eux, doit disparaître. En France, la vie politique est structurée par les partis et l'intérêt individuel des élus qui les composent. On le voit encore une fois depuis quelques mois avec la création du NFP et les négociations pour avoir les places éligibles aux législatives, puis les négociations pour tenter d'aboutir à un choix commun du Premier ministre NFP, et enfin aujourd'hui avec toute la gauche de gouvernement qui va boire la soupe de Macron à part LFI. L'intérêt des partis est supérieur à celui des idées qu'ils prétendent défendre. Cette simple affirmation est une évidence pour la majorité de la population qui affiche une juste défiance à la fois spontanée et réfléchie au personnel politique. Mais les militants politiques, et c'est bien normal, s'engagent initialement souvent avant tout pour des idées, des convictions, et sont donc sans cesse déçus par les élus et les dirigeants des partis politiques qui visent avant tout la poursuite de leur carrière et des rémunérations qui l'accompagnent. Donc pour résumer, oui, la politique c'est une affaire individuelle. Les élus ne pensent souvent qu'à eux avant d'avoir des idées concrètes et définies et vraiment inscrites dans leur ADN politique. Et donc, en fait, les gens qui votent que comme ça, peut-être qu'ils en ont marre, mais ça leur passe un peu au-dessus. Mais chez les militants, ça a un vrai impact. Et en fait, c'est pour ça que le PS ne tient plus debout, en fait. Et que sans LFI, aujourd'hui, ils auraient déjà disparu. Le Parti socialiste en est la plus pure illustration.
Entre ses discours quand il est en campagne électorale et ce qu'il pratique une fois qu'il est au pouvoir, il y a un monde. Les idées ne sont pour lui qu'un outil parmi d'autres pour gagner des élections. Il joue le jeu classique et cynique des sociodémocrates qui consiste à faire des promesses antilibérales dans un cadre parfaitement libéral. Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'écrire, cela a l'avantage de montrer une bonne volonté en faisant mine de vouloir mettre en place ce pourquoi on a été élu, puis de faire constater à tous l'échec de ces politiques, alors même que celles-ci ne pouvaient qu'échouer dans ce contexte. C'est une des manœuvres de la bourgeoisie aussi grossière qu'efficace pour naturaliser une fois plus le capitalisme. Donc c'est encore une fois la citation de Thatcher de There is no alternative, le côté le capitalisme est inéluctable. Pourquoi le PS participe à cette idée reçue, on va dire, sur le capitalisme, comme quoi ça serait un état de fait et qu'on ne peut pas aller contre le capitalisme. Et ben, le PS participe en disant quand ils sont en campagne, ils disent on va aller contre le capital, l'ennemi c'est ma finance, c'est la finance, comme disait Hollande. Et au final, quand ils sont au pouvoir, là c'est ce qu'ils vont dérouler dans l'article, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, en fait, ils font toujours tout l'inverse de ce pourquoi ils ont été élus. Et donc il y a un vrai problème c'est pour ça qu'on dit la gauche déçoit. Mais en fait, c'est le Parti socialiste déçoit, toujours. Et donc c'est pour ça en fait, ce que développe le gars qui écrit l'article ici, c'est vraiment le PS comme un outil de la bourgeoisie pour justement éviter que, en fait, arriver à convaincre assez de personnes sincèrement de gauche ou partiellement ou avec un vernis de gauche qui vont aller vers le Parti socialiste pour qu'une fois au pouvoir, on puisse attaquer en fait les plus précaires. Donc c'est purement sournois, le Parti socialiste, leur méthode. C'est pour cela que nous détestons le Parti socialiste. Ce n'est pas un préjugé, ce n'est pas un refus d'unité, ce n'est pas un caprice qui empêcherait la gauche de gouverner, c'est que tout gouvernement où le PS aura une position déterminante mènera une politique de droite. Et c'est l'expérience qui le démontre. Quand il gouverne, le PS ne fait pas qu'accompagner le libéralisme, il accélère la destruction de notre modèle social tout en ayant promis le contraire. Donc c'est ça, c'est pas juste une béquille du libéralisme, c'est pas juste une béquille de la bourgeoisie, c'est un acteur concret et moteur du libéralisme et de la destruction justement, comme il dit, du modèle social. En particulier, Mitterrand et ses gouvernements ont libéralisé massivement l'économie. Le storytelling de gauche sur l'expérience mitterrandienne consiste souvent à considérer que les socialistes ont fait des réformes de gauche jusqu'en 1983, que cela a créé trop de problèmes économiques et qu'ils ont ensuite arrêté les réformes, le fameux tournant de la rigueur. En réalité, ce tournant était prévu dès le départ, comme le montre le discours de politique générale du Premier ministre Pierre Mauroy du 8 juillet 1981, donc 2 ans avant le fameux tournant de la rigueur, où il affirme notamment « Cette démarche que je viens d'inscrire dans la durée sera conduite dans la rigueur ». Cela signifie la rigueur budgétaire, cela signifie que nous défendrons le franc et le maintiendrons dans le système monétaire européen. La soumission à l'Europe au détriment de la population française était déjà très claire. Le PS a par la suite réformé massivement tout au long des années 80 en faveur du capital. Il a mis fin au contrôle des crédits et des taux d'intérêt et a déréglementé les marchés financiers. Il a légalisé les produits dérivés à l'origine de la crise de 2008. Il a soutenu le traité de Maastricht qui nous a fait perdre notre indépendance monétaire et nous a livré les pieds et poings liés aux emprunts auprès des marchés financiers. Et dans le même temps, il a désindexé les salaires sur les prix. Lionel Jospin va garder cette cohérence libérale quand il devient Premier ministre en 1997 en privatisant à tout va et en faisant bénéficier les entreprises privées d'exonérations massives de cotisations sociales lors de la mise en œuvre des 35 heures. Le PS va également autoriser les grandes entreprises du CAC 40 à racheter jusqu'à 10% de leurs actions et diminuer la fiscalité sur les plus-values boursières des actions. Donc là, voilà, il y a plusieurs réformes qui ont été passées par Lionel Jospin, donc ministre de Mitterrand, ministre de Chirac, pardon, qui du coup a justement accéléré la libéralisation et la privatisation de l'économie
À l'époque, il avait pourtant largement les moyens de faire autrement. La gauche était au pouvoir dans de nombreux pays européens, ce qui aurait permis de négocier des traités plus favorables aux salariés. En 2012, après 10 ans de disette, le PS revient aux plus hautes responsabilités. François Hollande a été élu sur un programme qu'il a peu à peu gauchisé pendant la campagne électorale, sous pression de la percée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance. Donc ça, c'est la fameuse citation au Bourget en 2012. Une fois élu, il ne fait ensuite que conforter les intérêts de la finance et du patronat. Il nomme immédiatement Emmanuel Macron secrétaire général adjoint de son cabinet, puis ministre de l'économie en 2014. Il met en œuvre de multiples lois de déréglementation du droit du travail, facilitant les licenciements boursiers, plafonnant les indemnités de licenciement illicites et permettant à des accords d'entreprise de déroger au droit du travail en faveur des salariés. Donc en gros, il a cassé le code du travail. Les cadeaux au patronat atteignent dans le même temps des sommets, avec en particulier le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, versé aux entreprises pour un montant global de 20 milliards d'euros par an sans contrepartie. Il faut savoir que je crois que les aides aux entreprises aujourd'hui sous Macron, c'est 200 milliards d'euros par an. Ça a été multiplié par 10 en 10 ans. Le mandat de Hollande a aussi été un tournant sur le maintien de l'ordre, les manifestants étant systématiquement matraqués à partir de 2014 et sur l'immigration. Rappelons-nous de la pauvre Leonarda Dibrani, enfant de 15 ans arrêtée par la police à la sortie de son autobus scolaire en 2013 pour l'expulser au Kosovo, avant que, vu le tollé médiatique, François Hollande tente de reculer en l'autorisant elle seule, sans sa famille, à revenir en France, une aberration contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant. Le PS a achevé également pendant cette période sa conversion à l'islamophobie, comme le raconte Aurélien Bélanger dans son ouvrage Les derniers jours du Parti socialiste. À ce sujet, je vous conseille la vidéo de Léo, un autre streamer, qui a fait une vidéo sur le printemps républicain et qui du coup raconte, il s'appuie notamment sur ce livre, le livre d'Aurélien Bélanger, Les derniers jours du Parti socialiste, que vous pouvez d'ailleurs voir, enfin Aurélien Bélanger, vous pouvez voir une de ses interviews chez Dany Heraz, si vous ne connaissez pas, dans des derniers Zawa Show. Et donc, en gros, oui, 2014-2015, c'est la période attentat Charlie Hebdo, etc. Et où une énorme partie du PS, notamment Manuel Valls, qui est quand même le Premier ministre à l'époque, puis toute la frange, on va dire, plutôt très à droite du PS, qui va partir un peu en sucette sur justement l'islamophobie, et qui va fonder tout un courant qui s'appelle du coup le printemps républicain, dont on parle pas assez, même à gauche, mais qui en gros sont des gens dans la sphère de Raphaël Enthoven, Caroline Fourest, Michel Onfray, un peu à l'écart de tout ça, mais quand même un peu. Toute cette mouvance qui se disait de gauche, intellectuelle, etc., qui sont partis complètement en sucre sur l'islamophobie, qui font de ça une obsession. Et qui en fait sert principalement un discours d'extrême droite qui peut s'appuyer sur justement des gens qui se revendiquent de gauche mais qui ont en fait un discours complètement d'extrême droite en fait, ni plus ni moins. Pourquoi croire que le PS d'aujourd'hui fera différemment? Par quel miracle? Olivier Faure a voté absolument toutes les lois de régression sociale de François Hollande. Il a même hésité à soutenir Macron dès 2016. Il aurait été prêt à signer quasiment n'importe quel programme électoral pour assurer un nombre suffisant de députés à son parti. Pour le NFP, une soirée de négociation a d'ailleurs suffi. Le PS, les programmes, il ne les applique pas, de toute manière. À terme, le but de Faure n'est pas de combattre Macron, mais de le remplacer. Il veut que le PS retrouve son rôle historique central, incarner une alternance politique acceptée par la bourgeoisie et défendant ses intérêts en prétendant le contraire. Qu'en fait, le PS, c'est une succession de trahisons de les idées qu'ils promeuvent, qui vont tout de suite trahir une fois élus. Et aujourd'hui, ils sont... tout le monde le voit, en fait, ce problème chez le PS. C'est pour ça que le PS, aujourd'hui, sans LFI, n'existe plus. Et c'est pour ça que, comme Nicolas Framont, je pense qu'il faut que le PS disparaisse. Que tant que le PS est là, la gauche ne pourra pas être au pouvoir, puisque c'est eux qui se revendiquent de la vraie gauche, etc., dans les médias, et donc qui vont faire à chaque fois échouer le camp de la gauche, en fait. Et qui toujours envoient des candidats éclatés au sol, quoi. Genre Anne Hidalgo, Benoît Hamon, encore à la limite, vite fait.
Et encore, c'est la gauche de la gauche là-bas pour Benoît Hamon. Donc, ouais, non, c'est catastrophique le PS. Ce qui peut être encore pire pour l'avenir, c'est que la matrice du Parti socialiste est celle à laquelle toute formation de gauche qui vise le pouvoir a la tentation de s'adapter. À frustration, notre désaccord le plus fort avec Jean-Luc Mélenchon concerne les alliances qu'il noue épisodiquement avec le Parti socialiste pour des raisons électorales. Cette stratégie fonctionne de ce point de vue. L'AFI a désormais 71 députés, mais le revers de la médaille, c'est que le Parti socialiste en a quant à lui 65. Voilà. Donc sans LFI, le Parti socialiste, ils n'avaient plus que 30, députés la dernière fois. Donc à un moment, il faut qu'ils y redescendent aussi. Alors qu'à l'issue du mandat de François Hollande, il était passé en 5 ans de 280 députés à seulement 30. Voilà, c'est ce que je vous disais. L'AFI a largement contribué à faire renaître le PS avec la NUPES puis le NFP, alors que l'occasion historique de s'en débarrasser était peut-être à portée de main. Il est souhaitable d'isoler le PS et de peu à peu le réduire à néant, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. Rappelons qu'il contrôle 5 régions, il va y avoir du boulot pour s'en débarrasser. De nombreux militants ne sont pas convaincus de cette nécessité, pensant sincèrement que ce parti, ou au moins certains de ses dirigeants, peuvent changer, faire évoluer leur position vers plus de radicalité, tellement la situation sociale catastrophique d'aujourd'hui l'exige. Pourtant, depuis maintenant 40 ans, ça n'a jamais été le cas. Chaque programme présidentiel du PS est plus à droite que le précédent. Je me suis infligé la lecture de celui d'Anne Hidalgo pour le vérifier. Les courants de gauche au sein du PS ont constamment occupé une position marginale. C'est d'ailleurs pour ça que Mélenchon s'est barré à l'époque pour fonder le parti de gauche. Et le programme porté par le NFP ne traduit pas un durcissement des positions du PS, mais bien un assouplissement des ambitions initiales de la France insoumise. Donc en gros, au lieu que... En gros, il y en a qui disent oui, il faut rester avec le PS, c'est important, etc., parce qu'on peut les amener encore à gauche. En fait, tout prouve l'inverse, c'est que le PS amène les filles à droite. Donc c'est d'urgence, il faudrait se barrer faut se dissocier du PS parce qu'ils sont dangereux pour le mouvement. Voilà. La composition du futur gouvernement pourrait offrir une opportunité de clarification, notamment si le PS y joue un rôle. La fragilité intrinsèque d'une coalition hétérogène, minée par des dissensions internes et dépourvue de légitimité populaire, la rendra particulièrement vulnérable face à un mouvement social structuré, pérenne et offensif. C'est là que réside l'enjeu crucial, quel que soit le caractère disparate de la future équipe dirigeante ou le nombre de figures estampillées de gauche en son sein. Il faudra agir sans délai pour la contrer. Les syndicats ont déjà amorcé cette dynamique et il s'agit de la renforcer en multipliant les grèves, les actions collectives, notamment contre les directions d'entreprise afin d'exercer une pression constante sur le véritable pouvoir en construisant une alternative collective, autonome et affranchie des partis politiques. Alors oui, mais là c'est la position de Hello là, c'est la position de lutte ouvrière, ça je reconnais. Elle a occupé les usines. Oui, ça je reconnais, c'est Hello ça. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo sur pourquoi on déteste le PS. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Dans la turf, j'ai une mèche blonde comme T-Turf. Yves Saint Laurent, c'est de la derm. J'porte l'ami du pain. On m'appelle ma spie l'ami de mer. Y'a du raclés dans l'univers.